Et salut les marques, salut les smarts, c'est Ringside, vous écoutez Catch Up. Cette semaine, on va parler du Raw du 12 septembre 2016 qui se déroule à Baltimore. Et avec moi, pour faire le détail de l'émission, le célèbre, le patron, el patron, Hank. Comment ça va, Hank ? Bonjour, eh bien ça va, semaine fort chargée, parce qu'on a enregistré une petite review de Backlash. Si vous écoutez ça et que vous n'avez pas entendu la review de Backlash, on n'est pas censé en faire la promotion, séparation des brands, mais quand même. Oui, retrouvez le podcast dédié à Backlash, il doit être en ligne déjà. Sur YouTube, boulot, encore. Si vous le cherchez, il est sur YouTube, pas sur les autres plateformes pour l'instant. Ce Raw qui commence une fois n'est pas coutume avec Mick Foley qui est au milieu du ring et qui nous explique que ce soir dans le main event c'est décidé si ce sera pour le prochain pay-per-view Clash of Champions pour le titre de champion de l'univers, si on aura droit à un match simple entre Kevin Owens et Seth Rollins ou si ce sera un triple threat entre Seth Rollins, Kevin Owens et Roman Reigns. Pour ce faire, il faut que Roman Reigns gagne ce soir dans le main event face au champion Kevin Owens. Il enchaîne assez rapidement en félicitant Becky Lynch de sa victoire justement à Backlash, ça c'est pour pas spoiler ceux qui l'auraient pas vu. Mais il explique que la division féminine principale c'est bien à Raw que ça se passe et d'ailleurs il accueille ce soir la championne et Charlotte débarque. On a un petit clip vidéo qui nous explique un peu ce qui s'est passé la semaine dernière, notamment avec une victoire de Bayley sur Charlotte. Le fait que Charlotte a donné une baffe à Dana dans un excès de rage et aussi qu'on a eu droit au retour de Sasha Banks. Alors suite à ces petits extraits, Charlotte arrive, elle annonce que des excuses sont de circonstance étant donné qu'elle a donné une baffe à Dana, mais c'est pas elle qui va s'excuser, c'est Dana qui doit s'excuser parce que Dana elle a aussi perdu, elle était assez nulle. Et donc elle explique que si Dana ne s'excuse pas, c'est fini de leur amitié, c'est fini de son mentorship. Donc Dana elle est bien obligée de s'excuser. Là-dessus, c'est Sasha Banks qui arrive. Comme d'habitude, elle n'a pas grand-chose à raconter à part qu'elle veut récupérer son titre. On enchaîne sur Bayley qui arrive. Bayley qui débarque et qui est un peu timide et qui balbutie pour revendiquer également un title shot puisqu'elle a battu Charlotte la semaine dernière. Sasha n'est pas d'accord, hein. Elle explique que pour ce qui concerne la ceinture de championne féminine, elle a pas d'amis. Charles non plus n'est pas d'accord, ça commence à s'engueuler et là Mick Foley reprend la main. Il explique que va y avoir un match entre Bayley et Sasha Banks pour décider qui sera l'aspirante numéro 1 au titre. Donc pour un match évidemment à Clash of Champions. Là-dessus, il y a encore une humiliation de Dana parce que Dana elle ouvre sa gueule pour proposer par exemple un best of 7 ou je sais pas quelle connerie. Et là, encore une fois Charlotte, elle lui dit de la fermer. C'en est trop pour Dana qui lui met une baffe dans la gueule à la surprise générale. Et du coup Mick Foley il intègre Dana dans le triple threat et donc dans le match plutôt pour donner un triple threat. Et donc on va avoir Dana contre Sasha contre Bayley et c'est pas plus tard que tout de suite. Alors, on va peut-être parler du segment avant. Tout de suite, c'est vrai parce que le match est assez long derrière. Ouais, justement, ouais. On va peut-être pas faire 10 minutes d'entrée. Mais donc ouais, le segment correct, du moins pour du côté des filles. Par contre, alors je sais pas si ça va gêner quiconque, mais moi, quand on me dit que Roman Reigns, pour se qualifier pour un match contre Kevin Owens, il doit se battre contre Kevin Owens, je trouve pas ça. Ah, que j'avais pas vu ça comme ça. Je trouve pas ça terrible quand même. C'est genre, oui, si tu veux la ceinture du champion, tu dois te qualifier en battant le champion. Oui, ça marche quand il y a pas eu quand il y a pas eu d'historique avant, mais il y a eu un historique, il y a déjà eu un match et il y a déjà, j'en parlais la semaine dernière, le fait que Roman Reigns doit se qualifier mais Rollins doit pas se qualifier, bizarrement.
parce que là justement on avait fait un petit Rollins a fait un petit changement dans son personnage, donc c'est plus vraiment un heel, il est plus vraiment aimé de l'autorité ni rien. Donc voilà, déjà je trouvais ça pas logique, mais en plus là du coup le Roman Reigns Kevin Owens c'est un peu voilà, c'était un peu la surcouche que je trouve pas terrible. Sur les filles, bah en fait, ce que je retiens de bien de ce segment, c'est Bayley et Dana Brooke. Bayley qui était vraiment super bien au micro, qui a vraiment très bien joué, genre la fille un peu timide qui arrive et qui fait ouais mais moi je l'ai battue la semaine dernière, j'ai le droit de venir. C'était mignon. C'était sympa et elle joue très bien ce personnage-là. Je trouve qu'elle l'accentue vraiment par rapport à NXT. Elle a vraiment bien développé le truc. Du coup Dana Brooke qui du coup je trouve avec ce Raw est devenue, alors bon, on va se moquer de moi, mais est devenue intéressante parce que du coup maintenant on a une nouvelle une sous-storyline qui est à quel moment Dana Brooke va craquer et va véritablement peut-être pourrir les matchs de Charlotte, peut-être se retrouver dans une feud avec Charlotte. Donc voilà, et puis finalement au début on l'a détestée, et moi dans ce rôle là elle s'en est pris tellement plein la gueule par Charlotte, parce qu'elle s'est vraiment pris enfin elle est horrible, mais Charlotte est excellente hein, d'ailleurs au niveau des vannes et de la façon de recréer ce genre d'amitié où genre t'es ami pour une seule raison, mais tu peux pas supporter la personnalité de l'autre. Et donc voilà ouais, c'était très bien joué, et finalement en fait la seule qui était vraiment pas terrible dans tout ça, je suis désolé pour tous les fans, mais c'est Sasha Banks qui était plate à en mourir. Et donc voilà, et puis voilà ce match, j'ai pas d'avis, enfin en tout cas la décision de faire un triple threat, j'ai pas d'avis positif ou négatif hein, j'attendais de voir. Eh ben oui, bon, j'ai pas grand chose de plus à ajouter que toi sur tout ça. On va enchaîner sur le match lui-même. Donc ça commence par Dana qui prend l'avantage en distribuant des coups de poing et des coups de pied. Bayley est éjectée assez rapidement à l'extérieur du ring. Ensuite Dana elle passe à tabac Sasha Banks tout en empêchant Bayley de remonter sur le ring. Mais Sasha au final elle réussit à reprendre le dessus en coinçant Dana dans le coin du ring. Une baffe, un amené au sol, un compte de 2. On projette Dana dans le coin du ring. Sasha tente un Stinger Splash qui est contré avec un surpassement. Là, The Boss se retrouve sur le tablier du ring. Dana en profite pour faire un croche-pied à Sasha qui se vautre en bas du ring. C'est à ce moment que Bayley revient dans la partie et tente un roll-up par dernière sur Dana Brooke. Dana se dégage. Bayley fait manger les 4 coins du ring à la pauvre Dana. Malgré les quelques tentatives de Dana, Bayley prend clairement l'avantage, corde à linge dans le coin du ring, descente du genou, clé de bras à la volée. Ensuite, il y a une longue clé de bras durant laquelle Bayley elle fait un petit high five à Dana en même temps qu'elle lui fait la clé de bras, c'est rigolo. Dana est humiliée, mais elle réussit à se dégager, elle se propulse dans les cordes, mais elle se fait crocheter la cheville par Sasha Banks qui se décide enfin à revenir dans la partie. Y a un face-à-face qui se dessine entre Bayley et Sasha, mais c'est interrompu rapidement par Dana Brooke, revancharde qui se fait cueillir par un double bras à la volée. Donc on se retrouve encore avec Bayley et Sasha en face-à-face, mais c'est la coupure pub, et après la pub c'est bien Dana Dana Brooke qui domine Bayley avec une double clé de bras. On apprend que pendant la coupure pub elle s'est débarrassée de Sasha en l'écrasant dans le coin du ring. Enfin dans les barricades à l'extérieur plutôt. Mais voilà, Sasha est déjà de retour, elle tente un sunset flip sur Dana, il y a un compte de 2, des échanges de coups de poing, on place Dana à l'horizontale dans le coin du ring pour faire la double descente du genou. On fait de même avec Bayley qui a tenté d'intervenir grâce à un habile ciseau de tête. Il y a la double descente des genoux, mais c'est esquivé par Bayley qui réussit à placer un crossbody du haut de la 3e corde sur Sasha.
Le tombé est cassé par Dana évidemment, qui enchaîne sur une double corde à linge où elle sèche les deux. Dana enchaîne les tombés sur les deux personnes, un coup par-ci, un coup par-là. Il y a une démonstration de force ensuite où elle écrase Bayley dans le coin du ring avant de la positionner pour un superplex. Là, c'est l'intervention de Sacha pour le coup de la tour de Pise, là, avec la powerbomb et le suplex, le tout mélangé, les trois en même temps. Un enchaînement de dropkick de la part de Sacha Banks. Et Sacha finit par passer le Black Statement sur Dana, mais Bayley vient casser la prise. Elle place son belly to belly suplex sur Dana, mais elle a pas le temps de faire le tombé. Elle est piégée par Sacha Banks dans une sorte de sunset flip dont elle ne se dégagera pas. Compte de 3, victoire de Sacha Banks. Et voilà. Alors si on regarde bien la prise, Sacha Banks, elle a aussi les épaules au sol. Ah mais oui, cette espèce de méli-mélo là entre les deux. Ce double tombé. Ouais, bah alors ouais, il y avait ça qui était j'ai trouvé un peu bizarre parce qu'en fait, il n'y a pas eu vraiment de polémique, on n'a pas l'impression qu'il y avait une grosse polémique à part chez les commentateurs. Je crois que c'est Michael Cole qui a sorti ah non, attends. Je confonds peut-être avec peut-être qu'il y a un des commentateurs, Corey Graves ou Michael Cole, qui a un petit peu souligné le truc. Ouais, on sentait un petit malaise là, mais un léger malaise. Hein. Mais il n'y a pas eu clairement de choc, de l'arbitre qui hésite ou quoi que ce soit. Ouais, c'est plus un botch, je pense, de la prise qu'elle a essayé de faire qu'autre chose. Hein. Donc voilà, c'est dommage, ça aurait pu être bien de faire une histoire un petit peu de vol et puis avoir un petit peu de polémique et finalement finir quand même avec un triple threat à Clash of Champions. Mais je sais pas quoi en dire parce que finalement la semaine dernière je me plaignais que finalement Sacha est soit un peu revenu en oubliant totalement Bayley, à qui on avait promis justement le match contre Charlotte, et du coup là c'est comme s'ils avaient juste rajouté un petit match histoire de légitimer un petit peu le truc, mais voilà, le match était bien, hein, le match était bien, il était pas exceptionnel, il y avait des moments j'ai l'impression qu'en fait les filles prennent un petit peu des risques gratuits pour attirer le public depuis des semaines. C'est un petit peu ça le problème, hein. Mais et ça dépend. Je pense que ça plaît aux gens, mais moi perso, des moments, je vais pas dire que ça me gêne, mais pour le coup, des moments, il y a des trucs, je trouve que ça sort un peu de nulle part. C'est un peu genre il y a le match normal et puis à un moment c'est c'est bon, on fait la minute où va y avoir un truc où on risque de se péter l'épaule ou on risque de briser la nuque. Le moment risqué. C'est parfois un petit peu gratuit. Mais donc voilà, c'était correct. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc du coup, je sais pas où ils vont faire retomber Bayley. Hein. Moi, ça m'embête parce que j'aurais vraiment aimé. Alors bon, ça repoussera encore Sacha Banks plus loin dans la carte, mais j'aurais vraiment aimé que ça soit pour le coup Bayley qui gagne et du coup Sacha Banks qui est un peu la haine et du coup qui essaie de se reconstruire parce que moi je suis pas convaincu par le personnage de Sacha Banks en fait. Je suis plus convaincu par le personnage de Bayley que par Sacha Banks et moi je vais pas dire que je deviens de moins en moins fan, mais le truc c'est que Sacha Banks, j'ai l'impression que c'est une machine à match à spots qui font qui te soulèvent le cœur, voilà, des bons matchs, mais j'arrive pas à je sais pas comment le dire en français, à care. Ouais, voilà, t'es pas convaincu par le personnage et voilà, donc du coup pour le coup avant on avait peut-être le côté inédit de Sacha Banks Sacha Banks Charlotte dans le main roster. Maintenant on l'a déjà vécu, on sait déjà ce que c'est, on a déjà vu le match suicidaire. Du coup il fallait quelque chose de plus, il fallait un ingrédient de plus, quelque chose une storyline,
un ingrédient psychologique ou quelque chose, et j'ai pas l'impression qu'on l'a en fait. C'est ça qui m'embête. D'accord, ouais. Alors après, je crois que je suis un gros marque de Sasha Banks, donc surtout quand elle est en rivalité avec Charlotte, ça me dérange pas d'avoir un match de plus. Après, c'est sûr que le personnage de Sasha Banks, il est largement moins travaillé que celui de Charlotte ou celui de Bayley, ou même que Dana. Ils ont pas pris la peine de lui construire un personnage clairement, à part l'espèce de speech qu'elle a essayé de faire la semaine dernière, mais qui a convaincu personne. Donc effectivement là-dessus c'est assez léger. Maintenant encore une fois le match il était bon, c'était un bon opener. Je pense qu'à Clash of Champions ça va encore donner un grand match. Donc ça m'inquiète pas plus que ça. Je pense qu'elle va récupérer la ceinture Sacha, et elle est tout de suite plus, le personnage fonctionne mieux quand elle est championne du coup. Voilà. Après voilà, à voir. Et si on pouvait lui apprendre à pas faire des 1 à chaque fin de phrase, ça serait bien aussi. C'est toujours pareil, son personnage à la base c'était un personnage heel à NXT, elle a pas vraiment changé le personnage en devenant face à Raw. Mais je pense que c'est juste sa voix en fait. Au début je pensais que c'était un personnage, aussi, et en fait je pense que c'est juste sa voix. Elle parle un peu comme une connasse des moments. Hein, soyons francs. Non, mais... Du moins quand elle essaye de faire ses promos quoi. Voilà, bon en tout cas un bon opener au final. Oui, voilà, c'était un bon match. Et encore une fois un match propre, hein. Y a pas... à part cette espèce de gloubi-boulga à la fin. Mais bon, c'était, je trouve que même le déroulé final est pas mal, le fait que ce soit Bayley qui place la prise finale et qui se fait piquer la victoire. Clean quand même, mais elle se fait quand même piquer la victoire. C'est pas mal. Alors après, on a rapidement dans les coulisses une tentative d'excuse encore de Dana auprès de Charlotte. Bon, Charlotte, elle s'en fout, elle dit tu prends les bagages, tu portes les bagages et puis on s'en va. C'est la dernière fois. Voilà. Ça c'était excellent. Ça c'était le troisième niveau. C'est le troisième niveau de la. Je parlais de comment. Je sais plus comment j'en parlais. Je disais pas la fierté, mais un petit peu l'amour propre. J'avais dit l'amour propre de Dana Brooke devrait être un personnage. C'est ça. Et celle-là, c'est le troisième. Voilà, c'est le troisième sous-sol. Là. C'est-à-dire qu'elle elle lui a foutu une baffe au début de la soirée, mais finalement, en fait, une fois que sa maîtresse gueule un peu, elle prend ses bagages et ST. Donc je trouve que enfin, c'est de plus en plus c'est de plus en plus tendu. C'est bien de voir qu'ils abandonnent pas le personnage comme ça parce que c'est un peu léger dans le ring, et mais comme ils ont pas mal investi quand même sur Dana Brooke, ils continuent avec elle. Donc ça c'est plutôt sympa quand même, c'est un peu de cohérence dans le traitement scénaristique, c'est pas plus mal. Bon après elle est toujours pas bien douée dans le ring, et justement j'ai vu dans une vidéo de What Culture là, les What the Fuck, que le moment où Sacha fait son comment ça s'appelle déjà, l'espèce de stomp où elle saute, enfin les deux, il y a Bayley, avec les deux, il y a Bayley et Dana Brooke qui sont l'une sur un niveau, l'autre sur le niveau du dessus, enfin Dana Brooke sur la deuxième corde. Dana Brooke en fait tu la vois, elle tient une des cordes parce qu'elle arrive pas à se tenir, elle arrive pas à s'équilibrer. Ouais. Moi, je suis pas sûr que c'était ce match là, c'était pas celui de il y a 2 semaines ou je sais pas quoi, mais effectivement bon après c'était un peu plus propre que les autres semaines. On va enchaîner tout de suite sur le highlight reel de Chris Jericho. Alors bon, d'abord il y a la traditionnelle interview de Tom Phillips de Kevin Owens. Donc toujours bravache, hein, Kevin Owens qui nous dit qu'est-ce que t'attends que je te dise. Alors je pourrais dire effectivement que Seth Rollins c'est un jaloux, que Roman Reigns il mérite pas d'être dans le même ring que moi. Je pourrais dire aussi que Foley il est jaloux de Triple H, mais tout ça je ne le dirai pas. Et puis clairement il y aura pas de triple threat ce soir puisqu'il va gagner, hein, il va vaincre Roman Reigns, donc il y a pas de souci là-dessus. Et là-dessus évidemment il y a Chris Jericho qui débarque, hein, parce que t'as jamais Kevin Owens sans avoir Chris Jericho derrière. Et Y2J nous explique que la vraie histoire c'est pas tout ce triple threat, c'est que Mick Foley il a enlevé Kevin Owens du highlight reel, hein, parce que ça va être Kevin Owens l'invité, et qu'à la place il aura Sami Zayn ce soir, l'ancien meilleur ami de Kevin Owens.
Et ce soir, il va révéler qui est le vrai Sami Zayn. Et il nous fait un petit jeu de mots avec le hit habituel et le stupide idiote. Hein. Alors lui, qu'est-ce que c'est Sami Zayn? Tom Phillips lui dit, écoute, c'est un stupide idiote. Et là, il le coupe tout de suite. Y2J, il dit non, c'est un stupide idiote. Hit à la fin. C'est beaucoup mieux à voir que quand je le raconte. C'était encore très drôle. Il dit stupide. Non, en fait, il dit stupide, il dit. Et à la fin, voilà. il finit hit. Enfin, genre. C'est un peu tiré par les cheveux. Ouais, voilà, c'est fort tiré par les cheveux. Mais ouais, du coup, il précise qu'en fait, il est allé chercher genre le fond du fond, enfin bref. Avant d'annoncer Sami Zayn, il dit vraiment que voilà, il est allé chercher les fonds de tiroir et que voilà, le plus mauvais des plus nuls. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve justement au début d'Highlight Reel quand on est sur le ring avec Y2J. Il dit effectivement, voilà, je vais faire venir vraiment le fond du panier, et pour le dire, il s'allonge au sol. Hein, voilà, Sami Zayn. Il est magnifique. Voilà, encore une fois excellent. Donc Zayn arrive, il le remercie pour la présentation. Donc Sami Zayn lui dit bon, qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse, que je crie olé olé comme tout le monde là, que je chante. Bon, et puis tout de suite le public se lâche et chante olé olé pendant quelques secondes. Il joue un peu sur le fait que maintenant c'est lui le meilleur ami de Kevin Owens, qui doit être jaloux. Il lui dit t'as pas son nouveau numéro de téléphone, hein, moi je l'ai, tu vois. Puis il le questionne sur qui est le vrai Sami Zayn. Que le problème dans l'amitié entre Kevin Owens et Sami Zayn, c'est pas Kevin Owens, c'est bien Sami Zayn, c'est lui qui est le jaloux, hein, qui il dit qu'il est le giver. Enfin, Jericho dit qu'il est le giver, donc c'est celui qui donne, ouais. Et Sami Zayn c'est un taker, donc voilà, c'est un gratteur, c'est Sami Zayn. Voilà, Zayn, il explique que lui en avait fini avec Kevin Owens, qui vise le titre universel. Il donne des conseils à Y2J de faire attention sur son amitié avec Kevin Owens, etc. Il dit que il traite Y2J de stupide idiote si vraiment il fait confiance à Kevin Owens. Donc là Y2J il se lance, oui, moi je suis, toi effectivement t'es un gratteur, moi je suis la générosité même, voilà, je vais vous donner l'autre le coupe, il dit oui, tu vas nous donner le gift of Jericho. Tout le monde s'en fout, c'est nul. Il explique enfin encore que Kevin Owens s'intéresse qu'à lui. Et après, il dit, tu veux vraiment son numéro, et il monte, oui. non, il m'a envoyé un message. Oui, alors il y a quand même Sami Zayn qui demande à Jericho, il le titille, il lui dit qu'est-ce qui reste du vieux Jericho, parce que c'était son idole Jericho quand il était jeune. Il explique que Kevin Owens c'était aussi un fan de Jericho. S'ils sont venus au catch, c'est grâce à lui aussi, parce qu'il idolâtrait quand il était jeune, comme des mecs comme Dean Malenko ou Eddie Guerrero. Voilà, et il dit que t'es devenu la salope de Kevin Owens, hein, Kevin Owens Beach au final. Et donc là effectivement Y2J il lui dit tiens, c'est bizarre que tu me dis ça parce que j'ai un message de Kevin Owens, je vais te le lire. Il sort le téléphone et effectivement il lui écrase le téléphone dans la gueule. Ça c'est ce qu'on aime voir au highlight reel. Un bon coup il faut toujours que quelqu'un se mange un écran à un moment donné, et il enchaîne sur un code breaker et voilà, c'est la fin de l'interview. Plutôt un bon highlight reel, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'était très sympa. Ça installe un prochain Jericho Sami Zayn. Je crois qu'il est confirmé, hein, Clash of Champions. Ouais, c'était confirmé par la suite effectivement. Donc ça va être bon pour l'affiche, ça. Tant mieux, ça fait un bon match. Jericho a vraiment fait tout le boulot, hein. Pour le coup, c'est alors il était moyen, quoi, Sami Zayn. Il était bon. Heureusement, c'est comme je disais, c'est vraiment Jericho qui a tenu le segment, et puis voilà, il était excellent. Maintenant il est
Alors avant il était juste le meilleur ami de Sami Zayn et genre il jouait beaucoup en interview avec lui. Maintenant que Kevin Owens est champion, il peut pas être juste à côté de lui, mais maintenant il devient un peu l'ami aigri qui veut pas que les autres aillent le toucher, etc. Un petit peu l'ami possessif. Et du coup c'est très logique du coup qu'il aille chercher des poux à Sami Zayn, l'ancien meilleur ami de Owens, et puis lui dire ouais mais c'est parce que tu le comprends pas, blablabla, etc. Enfin bref, c'est très drôle. Il a une relation quasi enfin je sais pas comment dire, mais c'est on n'est pas loin de l'amour quoi entre enfin de Jericho à Owens, et c'est très très marrant quoi. Ouais, encore un truc bien réussi que Chris Jericho, hein, il va pas chier. Toujours le patron. Puis ouais, Sami Zayn fidèle à lui-même, c'est jamais exceptionnel, mais pour le coup, ça passe quand même, hein, on va dire. Bon, écoute, on va passer à la suite, je pense. On va passer à Sheamus contre Cesaro pour le Best of Seven. C'est du coup, alors, on en est à combien? On en est à 3 et 3-0. Une victoire de 3-1 parce qu'il y a une victoire en house show de Cesaro qui revient dans la course. Mais Sheamus est toujours à une victoire de la victoire totale. Donc un nouveau match, on a une petite vignette de Sheamus avant le match où il explique qu'il a juste une victoire effectivement à avoir avant de pouvoir gagner, hein, qu'il est constant lui comparé à Cesaro. Bon, le match en lui-même, je vais pas dire qu'on l'a déjà vu 10 fois, mais c'est un peu le cas. Mais bon, c'est toujours bien foutu, c'est toujours très stiff avec Sheamus qui cible le dos de Cesaro, hein, tout le long du match. Ce qui fait que Cesaro, quand il arrive à prendre l'avantage, il n'arrive pas à capitaliser, hein, il n'arrive pas à porter de sharpshooter de manière assez puissante. Son truc de tourniquet, il n'arrive pas non plus à le placer. Tant bien que mal, à un moment donné, il arrive à placer un bon crossbody, encore une fois, du haut du ring. Il y a beaucoup d'Européens uppercut, hein, de part et d'autre. À un moment donné, après effectivement la tentative de tourniquet loupée là de Cesaro, Sheamus réussit à prendre l'avantage, il arrive à le placer pour le crucifix. Cesaro se dégage, il réussit à placer un petit paquet et là il cède des cordes. L'arbitre ne le voit pas, Sheamus peut pas se dégager, victoire de Cesaro. Cesaro qui marque un deuxième point dans ce Best of Seven. T'en as pensé quelque chose de ce match? Non, j'en ai rien à foutre, je veux voir la finale, c'est bon. Voilà, on a assez vu. Voilà. Quoi. C'est correct, hein. Je veux dire, c'est mieux que regarder Bodalas tuer un jobber, hein. Mais c'est ça. Mais bon. D'ailleurs, on va en parler. Ouais, voilà, c'est l'heure du Jobber's World. Donc effectivement, Jobber's World avec en star Bodalas qui squash un jobber. La foule est pour le jobber, il scande le nom du jobber que j'ai pas noté. Bodalas lâche un petit poème quand même en début de match et il a piqué le crossroads de Cody Rhodes pour son finish. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les Shining Stars contre Soft. Il y a une petite séquence avec les Shining Stars qui proposent à R-Truth de venir dans leur hôtel. Apparemment ils ont un hôtel dans les Caraïbes. Il y a Soft qui arrive. Bon, il y a une promo entre les deux, ça discute, mais j'ai rien compris. Donc en tout cas ça débouche sur un match entre Enzo et Pico, hein, parce que c'est assez difficile à comprendre, hein, ce qui se raconte entre Enzo et le Spanglish des Shining Stars. En clair, en fait, c'est toute la blague, c'est que ce qui propose à R-Truth, c'est un timeshare. Donc là, on est en train de briser le Jobber's World, mais bon, tant pis. C'est un timeshare, donc du coup, en fait, c'est les arnaques où on te dit, tu vas acheter une résidence de vacances pour vraiment pas cher et tu pourras y aller autant que tu veux directement, mais voilà, pour seulement
En clair, on te fout un crédit sur le dos pendant, je sais pas, pendant 10 ans pour acheter une résidence de vacances et généralement en fait, les photos correspondent pas, etc. Enfin, c'est un truc, c'est une arnaque très très connue. Deux arnaqueurs, c'est Shining Stars. Ouais, c'est pour ça qu'après ils distribuent le même prospectus dans le public. Tout le monde. D'accord. Bon, Enzo est battu par Epico. Il y a une petite tricherie de Primo. La suite au prochain numéro. Qu'est-ce qu'on a? Jinder Mahal qui a battu Jack Swagger. Donc on découvre que Jinder Mahal pendant son absence a découvert la paix intérieure et que Jack Swagger est en fin de contrat à Raw. Après il y a Nia Jax qui a tué Alicia Fox. Elle a complètement explosé à l'extérieur du ring en lui faisant manger les barricades de sécurité et après elle lui a fait un spear dans la Time Keeper Arena. Ils ont défoncé la barricade. Je pense que Alicia Fox a frôlé la mort. Voilà ce qu'il en est du Jobber's World. Et oui. Non mais juste c'est un peu le scandale, Jack Swagger qui se fait battre par Jinder Mahal, mais bon. Apparemment il est transféré à SmackDown en fait. Ah d'accord, bon tant mieux pour lui. Ça sera un meilleur endroit. Et Nia Jax, violent, j'ai adoré moi. Elle l'a démonté. Elle l'a vraiment démonté. Ça déconne pas. Ils ont pas fait les choses à moitié. Alicia Fox, elle s'est sacrifiée. Au moins, on a beau dire tout ce qu'on veut sur Alicia Fox, voilà quoi. Là, elle était là pour encaisser les coups. C'était un peu le Randy Orton de la semaine, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, bon plié. Qui arrêtera Nia Jax? On verra ça la semaine prochaine. Mais voilà, on finit par monter quelque chose de crédible avec elle, c'est bien. Alors on va enchaîner sur le New Day. Le New Day qui reviennent sur l'horrible segment de la semaine dernière, en nous expliquant que tout ça c'est la faute d'Anderson et Gallows qui ont tenté de faire de l'entertainment. Ils disent ça c'est l'entertainment, c'est à nous, pas touche à l'entertainment. Ils s'excusent, ils expliquent qu'ils ont volé je ne sais pas combien de secondes de la vie des gens avec leur segment pourri. Ils disent regardez ce qu'on a vu la semaine dernière. Ils vont lancer la vidéo et après ils se rattrapent. Ils disent non, on vous fera pas subir ça une deuxième fois. On a brûlé les bandes. Là-dessus, Gallows et Anderson débarquent c'est parti pour le rematch de SummerSlam. Avec un match entre donc Anderson, Gallows, Kofi et Xavier Woods. Pourquoi le garder pour le pay-per-view, Voilà, on va le refaire. Il faut qu'ils se rattrapent parce qu'ils ont vraiment fait de la merde la semaine dernière. Donc maintenant ils vont catcher parce que c'est des catcheurs. Il faut qu'ils se rattrapent. Donc ça commence avec Woods contre Anderson. C'est Xavier Woods qui prend le dessus. Il y a beaucoup de voltiges avec des descentes du coude bondissantes de Kofi, de Woods. Gallows finit par rentrer dans la partie. Il est malmené par Kofi jusqu'à ce qu'il réussisse à faire passer le champion violemment par-dessus la troisième corde. Impressionnante démonstration de force de Gallows. Il y a des Bigfoot, des descentes du cou, des grosses cordes à linge assez stiff Gallows dans le match. Ensuite c'est Anderson qui prend les choses en main. On a un joli Spinebuster. Il y a une longue domination après du club sur le New Day. Il y a quand même un hot tag qui est réussi à faire avec Woods qui rentre. Il fait des coups de genoux à la volée, des cordes à linge à la volée. Mais ça suffit pas pour soumettre le club. On a une bonne échange de mandales entre Xavier Woods et Anderson. Un joli springboard DDT. Une grosse descente du coude de Woods sur Anderson depuis la troisième corde. Mais bon, à la fin c'est un peu la confusion. Il y a Kofi qui saute du coin du ring, qui se fait sécher par Gallows sur un super kick. Et puis le club décroche la victoire grâce à un Magic Killer sur Xavier Woods. Donc c'est la victoire du club sur le New Day, la revanche. Je sais pas s'il y aura une revanche du coup au pay-per-view, je sais pas si c'est déjà annoncé. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, toi? Tu trouves qu'ils se sont rattrapés par rapport à la semaine dernière? Faut qu'ils en fassent plus. La revanche de la revanche.
J'y arrive plus moi. C'est bon, ils m'ont brisé tout le peu d'intérêt que j'avais pour cette rivalité. Même si le match était bien, hein, le match était bien, mais puis alors une semaine Anderson et Gallows c'est des comiques, une semaine c'est des badass, une semaine c'est des comiques, on ne sait plus. Je sais pas je sais pas où vous allez la trouver, mais trouver une autre tag team pour aller contre les New Day. Trouvez-en une autre et puis voilà, t'as fait sur Anderson et Gallows, trouvez leur quelque chose d'autre, ou alors qui reste en mode badass mais pendant quelques semaines qu'on y croit. Mais là on n'y croit pas, et puis il y a la fatigue des New Day, ça fait bien trop longtemps qu'ils sont champions maintenant. Ils ont réussi pendant un temps à se renouveler, à trouver des nouvelles choses, mais là ça tourne un peu à vide, donc du coup voilà, moi j'ai vraiment pas j'ai pas d'envie là-dessus, j'ai pas envie, j'ai même je pense même pas que Gallows et Anderson feront mieux en champion maintenant, en fait. Je pense ils ont pas ils sont passés à la moulinette du New Day et il reste plus grand chose de l'éclat qu'ils avaient en arrivant, effectivement. Alors pourtant c'est peut-être le meilleur match qu'ils ont fait depuis le début de leur arrivée. Alors, moi je t'avoue, franchement le match à ce moment-là de Raw, je commençais à à un peu divaguer, avoir le regard qui regarde autre part. Donc du coup, j'avoue que je l'ai regardé un peu d'un œil ce match et peut-être que j'ai loupé des choses, mais aussi j'avais l'impression de l'avoir déjà vu aussi. On a eu tellement de soit Gallows contre un New Day ou Anderson contre un New Day ou machin, ça fait je sais pas combien de semaines qu'on a ça, donc au bout d'un moment il faudrait mettre un point final à tout ça. Et il n'y a pas eu de relief dans cette rivalité, quoi. Il n'y a pas eu de moment qui était de promo qui a été vraiment le point de départ d'une une rivalité sérieuse ou quoi que ce soit. Oui, c'était super bordélique, hein. C'est exactement ça en fait. C'est le bordel. C'était non seulement le bordel, mais en plus pas drôle quand ils ont essayé de l'être. Maintenant ils essaient de redevenir sérieux, mais ça fait la deuxième fois qu'ils essaient de le redevenir. Du coup j'ai même pas, je suis même plus convaincu, quoi. Maintenant j'ai envie d'attendre que les semaines se passent et que qu'il y a un gros changement, qu'il y ait quelque chose d'important qui change, que ça soit dans leur personnalité ou dans la rivalité en elle-même, qu'une autre équipe arrive. Donc, faudrait du nouveau, effectivement. Ouais, moi je t'avoue que c'est au deuxième visionnage pour prendre les notes hein, que j'ai remarqué que le match était pas mauvais, sinon effectivement j'en avais aucun souvenir. Placé dans la carte comme il était, c'est le moment où on fatigue quand on regarde l'Euro de 3 heures. Donc, désolé pour les auditeurs, hein, j'ai l'air déprimé, ouais. Mais je vais spoiler un peu la fin. J'ai passé un moment assez pénible devant ce Raw en général, malgré les bons moments qui étaient au début là. Mais voilà. Après, si t'es pas rentré dans toute cette rivalité pour le championnat de l'univers, c'est vrai que ça a dû difficilement t'intéresser. Le champion de l'univers. Justement, on va passer à ça, hein, parce qu'on a fait le tour du reste. Donc il y a eu pas mal de petits segments, hein, c'était le fil rouge de l'émission, tout ça. On a eu notamment une confrontation dans les coulisses entre Mick Foley et Seth Rollins, où on apprend que Stephanie McMahon n'est pas là parce qu'elle est à Singapour dans une conférence. Elle intervient dans une conférence. Donc Rollins il questionne franchement Foley en lui disant mais qu'est-ce que tu crois? Tu fais confiance à Stephanie McMahon? T'es son larbin ou qu'est-ce qui se passe? Donc Foley il s'énerve, il dit tu questionnes pas mon honnêteté, moi je suis carré, je sais que je peux lui faire confiance, elle a rien à voir avec ce qu'a fait Triple H et tout ça. Et puis Rollins il dit simplement t'es un fou hein, si tu fais confiance à Stephanie McMahon. Un drôle de positionnement hein, sur Rollins, je sais pas trop s'il a vraiment tourné face ou si c'est on comprend pas trop. La personnalité de Rollins en ce moment, c'est
Voilà, je fais des blagues, mais enfin je rigole, mais je fais pas de blagues en même temps. On a eu aussi un petit segment avec Roman Reigns quand même dans les coulisses où il dit simplement qu'il va botter le cul de Kevin Owens. Rien de plus. Putain, c'est le moment où j'espérais qu'il dise rien, qu'il regarde dans les yeux et qu'il se tire. Et non, il a quand même dit quelque chose. Et c'était genre le truc le plus plat du monde. C'est ça. Et après, je sais pas ce qu'il dit, il part en disant yes sir ou un truc comme ça. Vous allez faire quoi ce soir? Oh, je vais gagner mon match et botter le cul de Kevin Owens. Voilà. C'est ça. Voilà, fidèle à lui-même. Et après, on a un nouveau segment backstage avec Rollins et Kevin Owens au départ qui sont en train de discuter. Kevin Owens, il se fout de la gueule de Rollins. Il lui propose il l'asticote si tu veux pour que Rollins lui tape dessus parce qu'on apprend quand même que Rollins s'il interfère dans le match ou qu'il tape sur Kevin Owens, il est éjecté de la partie ou du moins qu'il y aura des répercussions. On sait pas clairement. Owens lui propose un changement de son mantra là en reclaim, rebuild, redesign, reclaim, replaced. Il propose de dire à la fin remplacer. Y a Foley qui débarque, qui calme le jeu. Il dit à Kevin Owens, ça suffit, allez va dans le ring maintenant. Et puis il explique bien à Rollins que s'il intervient ce soir, il y aura des répercussions. Mais on sait pas très bien lesquelles au final. Et donc après on s'en va vers ce main event. Donc un match entre le champion de l'univers Kevin Owens et Roman Reigns. C'est partition classique des deux côtés. Kevin Owens, au départ, il fit le match. Quand il prend l'avantage, il porte des headlocks de heel là, qui durent longtemps. D'ailleurs, il y a un headlock où Reigns passe à 2 doigts de s'évanouir. Le match est très très serré. Les deux athlètes, ils hésitent pas à aller s'affronter à l'extérieur du ring. D'ailleurs, Owens finit par envoyer Reigns dans les escaliers de fer. Et c'est le moment que, à la surprise générale, que choisit Rollins pour intervenir. Seth Rollins qui débarque malgré toutes les mises en garde de Mick Foley. Il vient, il tape sur la gueule de Kevin Owens qui gagne le match par DQ. Donc voilà, ça se castagne. Il y a les officiels qui arrivent. On voit Finlay notamment et Adam Pearce, l'ancien de la ROH qui travaille à NXT là dans le centre d'entraînement. Mais il y a Foley qui revient. Il dit ça va pas se passer comme ça. T'es vraiment qu'un con. Il y aura des répercussions. Et il dit le match se termine pas comme ça. On relance le match. Et donc la castagne reprend, c'est toujours très serré jusqu'à ce que Kevin Owens il arrive à placer Roman Reigns dans un Fisherman suplex du haut de la 3e corde dans le coin du ring. C'est le compte de 2, Reigns il arrive quand même à survivre, donc Kevin Owens il enchaîne sur un frog splash, compte de 2, super kick à nouveau de Kevin Owens, il le place pour le cannonball mais c'est contré, Roman Reigns tente son spear, c'est contré. Ça se castagne encore un peu. Reigns arrive à placer son Superman Punch. Compte de 2 à nouveau. Ça passe à l'extérieur du ring. Reigns place son basement kick et quand il essaie de remonter sur le ring, il se fait cueillir par un coup de pied de Kevin Owens qui enchaîne sur deux cannonballs. Là-dessus, ça s'enchaîne. Roman Reigns, il arrive à placer un roll-up qui transforme en powerbomb. Il est à 2 doigts de la victoire. Et là, c'est Rusev, le champion US, qui débarque, qui était en rivalité avec Roman Reigns depuis quelques semaines et qu'on n'avait pas vu depuis la semaine dernière, enfin depuis 2 semaines. Il monte sur le coin du ring, sur le tablier du ring. Il se prend un Superman Punch direct de Roman Reigns, mais du coup ça laisse une ouverture à Kevin Owens qui place une pop-up powerbomb et Roman Reigns il se relève pas, c'est la victoire de Kevin Owens et là-dessus Kevin Owens il est content, il s'en va et ce bon vieux Rusev il débarque sur le ring et comme un monstre assoiffé de sang il détruit Roman Reigns à coups de poing dans la face.
Et ensuite il le place pour l'accolade. Et ça se termine sur un Rousseff triomphant sous le regard de la belle Lana. Voilà pour ce qu'il en est de ce main event. Rousseff Crush. Rousseff Machka. Je sais pas si c'est justifié, mais j'ai envie de dire, genre, pouviez pas faire juste la rivalité Roman Reigns-Rusev, vous pouviez pas juste la continuer au lieu de nous faire tout ce cinéma depuis des semaines, parce que c'était vraiment une bonne idée la rivalité Reigns-Rusev. Ils l'ont complètement abandonné pour mettre Reigns dans la title picture, pour pas le faire gagner, et ensuite pour lui donner soi-disant un rematch, et enfin pour lui lui donner un rematch, pour lui donner une qualification pour un rematch. Mais bref. Donc voilà. Le match était bien. Enfin, était vraiment même très bien parce que c'est Kevin Owens et Roman Reigns, et que les deux, malgré tous les haters de Roman Reigns, il fait toujours, quand il est quand il est contre un adversaire correct, il fait un match correct, c'est plus que correct, mais c'est dire quand il est devant, quand il est avec un très bon adversaire, son niveau de jeu s'élève. Donc du coup voilà, moi j'ai vraiment bien aimé le match, mais ouais, c'était tant mieux parce que pour l'intervention de Rusev, parce que on va enfin avoir cette rivalité Reigns-Rusev qui moi m'intéresse plus que voir Reigns dans un triple threat. Donc exactement. donc voilà, ça c'est cool. Par contre, Rollins, je comprends pas la logique. Enfin, je veux dire, pourquoi il essaie d'intervenir. Enfin, c'est Owens qui domine dans le match et il veut intervenir, alors que pour le coup, Owens, il est en train de bosser pour faire du match du pay-per-view un 1 contre 1. Et Rollins, il intervient limite ce que va faire Rollins, c'est limite pour pousser au triple threat. Donc du coup, je comprends pas la logique. Pour faire gagner Reigns, quoi, rien que pour faire chier Owens. Donc là vraiment, je parlais d'incohérence en permanence la semaine dernière. Là c'était, il y en avait pas énormément des incohérences dans ce Raw, mais alors celle-là j'ai trouvé quand même assez énorme. Sur la storyline principale autour du titre de l'univers, moi j'y comprends rien en fait. Je comprends pas ce qu'ils essaient de faire avec Stephanie McMahon, je comprends pas ce qu'ils essaient de faire avec Foley, je comprends pas ce qu'ils essaient de faire avec Rollins. Il y a que Kevin Owens qui est bien à sa place. Et le pire, Triple H on le voit pas. Le pire qui pourra arriver, c'est que par la suite, je veux dire, on le sent à 2000 km que Stephanie, elle le savait, le truc de Triple H, et qu'elle va le dire. Le pire qui pourra arriver, c'est le retour de l'autorité, quoi. C'est ça, mais c'est genre ce que j'avais compris, un truc genre l'autorité contre Foley, et je sais pas, faudrait trouver quelqu'un avec Foley. Mais non, mais je pense pas que Triple H ait le temps pour faire ce genre de choses à Raw. Là, il doit être oui, visiblement, si on l'a pas vu, c'est qu'il a pas le temps de venir. Il est déjà trop occupé pour être là le lendemain d'une intervention qui change le champion, enfin qui permet à Owens d'être champion, ce qui est moi ce qui m'a un peu scandalisé la semaine dernière, mais donc du coup apparemment on va pas le voir, hein. On va juste pas le voir. Il reviendra quand il voudra. Ouais, c'est un peu écrit avec je sais pas quoi. C'est un peu comme s'ils écrivaient la storyline principale les yeux ouverts pendant 10 secondes, et pendant 5 secondes ils ferment les yeux, ils écrivent des trucs au hasard, et ensuite ils réouvrent les yeux. Donc du ouais. En tout cas, s'il y a un but précis derrière, pour l'instant c'est assez ennuyeux à suivre. Tout est déconnecté un petit peu en fait. On n'est pas dans l'efficacité là pour le coup. Dans cette storyline, il y a trop de monde dans cette storyline, donc du coup, non seulement il y a trop de monde, mais en plus on comprend pas forcément tous leur motivation. Donc voilà, par exemple, rien que Reigns, moi je comprends pas comment Reigns tout d'un coup il va revenir vers la ceinture, alors qu'avant il était il devenait obsédé par Rusev.
Et tout d'un coup, c'est ah ouais non Reigns, attends, viens par là et puis title shot et puis maintenant il est en mode ouais je veux la ceinture et tout. Et on a l'impression que le gars il veut la ceinture genre tous les 4 matins. Mais ils veulent le garder dans le main event, hein, visiblement, parce qu'il est toujours du main event. Alors ouais, effectivement, s'il fait pas partie de la rivalité pour la ceinture, sachant qu'en plus Rousseff il était parti en lune de miel. C'est de plus en plus bancal quoi. Ça commence son personnage, ça commence à être vraiment c'est même plus les marques ou les smarks qui peuvent deviner ça quoi. N'importe qui regarde le show, il commence à se dire non mais le gars en fait il répond à qui, enfin je veux dire c'est un petit peu genre t'as l'impression que chaque semaine on décide ouais non en fait finalement tu cherches ça, non finalement tu cherches ça, etc. Il est tiré comme un pantin à droite à gauche. Bon alors maintenant t'es super vénère contre Rousseff, hein, tu veux vraiment le défoncer, c'est ton pire ennemi. Et puis la semaine d'après c'est ah ouais non mais en fait tu veux le championship. Une semaine sur l'autre c'est un peu trop rapide pour des changements comme ça. Il y a une semaine si dans le catch on a l'habitude des revirements, là c'est un peu trop. Une semaine c'est genre bon alors tu parles pas du tout, t'es super sérieux et puis dès qu'on te demande de parler tu fous un coup de poing à quelqu'un. Et puis la semaine d'après c'est t'oublies pas de sourire et de faire des blagues hein. Je pense que la semaine dernière ils ont dû faire trop dans le comique, que ça a pas marché, qu'ils ont eu des critiques, donc là ils ont dit cette semaine on fait un truc sérieux. Non, on va voir si ça se trouve la semaine prochaine ils font encore des pitreries pas drôles et lourdingues comme ils nous ont sorti la semaine dernière par exemple, hein, mais il faudrait qu'il y ait une ligne directrice un peu plus clairement un peu plus construite. Après je sais pas si c'est parce que c'est le fait que Finn Balor est blessé qu'ils ont dû jeter au chiottes toutes les intrigues qu'ils avaient de prévues. Mais en tout cas c'est sûr que comme je disais tout à l'heure c'est pas super intéressant à suivre, surtout sur un Raw de 3 heures. Le fil rouge de l'émission c'était confus et du coup pas très intéressant quoi. Ouais. Bon, on va encore passer pour des déprimés et des gens tristes. Hein. Là les auditeurs sont partis, là, ils sont partis prendre un Lexomil, hein, c'est parti. Non mais rassurez-vous, ça va être super la semaine prochaine. Ouais, et puis non mais ça va être trop bien. Clash of Champions, il y a des super affiches. S'il y a bien quelque chose qu'on nous a prouvé à Raw, contrairement, je vais me dire la plus grosse différence avec SmackDown, c'est que Raw est capable de sortir un épisode complètement fou après 2 semaines ou 3 semaines d'épisodes soit moyens ou merdiques. Des moments ils ont des éclairs de génie, ils font un show qui est quasiment très très bon sur les 3/4. Tous les scénaristes se réveillent, hein, ils reviennent de vacances ou des trucs comme ça. Et puis McMahon qui gueule. Donc voilà, c'est vraiment ça, hein. C'est à chaque fois il faut retomber au fond du trou pour que ça remonte, etc. Donc gageons que le prochain Raw qui sera le Go Home, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Hein, donc voilà, le Go Home sera meilleur, qu'ils auront une meilleure idée d'un peu la définition de pourquoi tel mec veut telle chose, etc. Pourquoi Seth Rollins a fait ce qu'il a fait. Quelle est la punition de Mick Foley, parce que franchement déjà le fait qu'ils disent ils disent juste attention je vais être très sévère, mais il dit pas exactement ce qu'il va faire, c'est pas un bon signe pour moi. Ça sent la stipulation à la con qui va servir à rien. Donc voilà. À voir, mais ils sont encore en train, comme la semaine dernière, ils sont encore en train de faire des choses soit qu'on comprend pas, ou alors faire des choses en disant regardez la semaine prochaine, attention ça va arriver, Triple H n'est pas là, hein, peut-être qu'il va arriver, je ne sais pas. Beaucoup d'attentes, trop d'attentes. Eh ben écoute, on va sans plus attendre, justement on va passer au mot de la fin. Un top, un flop, une note. Je t'en prie, à toi l'honneur. C'est beau, ça rime. Et ben vous ne serez pas étonné que je donne. Je vais pas être aussi sévère que je crois que c'était la semaine dernière où j'ai mis je sais plus 1,5, un truc comme ça. Je vais mettre un 2. Un 2. Je vais mettre un sévère hein, quand même. Je vais mettre un 2 à ce Raw. Je suis désolé pour les gens qui
qui ont apprécié vraiment les matchs. Bon après moi j'avais un peu mon overdose aussi parce que la veille j'avais vu Backlash. Donc enfin le catch malgré quel que soit le niveau du fan de catch, si vous vous tapez 5 heures en 2 jours, au bout d'un moment ça use. Mais donc ouais 2 parce que finalement en fait les choses qui m'ont intéressé dans ce show c'est les personnages qui sont censés être les moins importants. C'est-à-dire Nia Jax, c'est-à-dire Jericho et Sami Zayn. Jericho et Sami Zayn qui est le match que j'attends le plus du pay-per-view pour l'instant. Je suis désolé. Oui. Ça se vend tout seul, hein, un match comme ça. Donc voilà. Et donc du coup, alors t'es top. Ah oui, j'oublie. Donc top. Donc le coup de cœur, c'est. Alors à chaque fois je dis Jericho en général. Là cette fois-ci je vais dire juste Jericho. Voilà tout son speech sur moi je suis le meilleur ami de Sami Zayn. Je suis le meilleur ami de Kevin Owens et je le connais trop et il me trahira jamais. Je kiffe trop ce tournant du personnage et le j'aurais pu dire Nia Jax. Enfin bref. Et le coup de gueule on va dire le plus important. C'est vraiment cette histoire de la ceinture Universal Championship qui est pas au niveau d'un Kevin Owens quoi. On s'attendait tout le monde attendait enfin tout le monde, grande partie des fans attendaient le règne de Kevin Owens avec impatience. On n'a pas l'impression qu'il lui file un règne discount quoi pour l'instant. Hein. C'est un règne avec une storyline. Il passe un peu au second plan quoi finalement. Voilà. Avec une storyline bien compliquée, des matchs de qualif qui qui reviennent vers des feuds qui avaient commencé, puis de là-dessus un Mick Foley qui est pas sûr de lui, une Stephanie qui ment peut-être. Un Triple H qui est pas là. Enfin, ça commence, ça fait beaucoup. Hein. C'est un peu Glooby-Boulga quoi. Donc voilà. Et oui, donc je vais donner ma note. Voilà. Et ben du coup c'est mon tour. Du coup dans les tops, je vais te piquer Nia Jax. Parce que c'était quand même un beau moment, ça, ce passage à tabac, et puis ça arrive pas souvent. D'ailleurs, je trouve que ça arrive jamais, hein, que chez les filles t'as une traversée des barricades pour atterrir dans la Timekeeper Arena. Faut avoir les épaules. Hein. C'est ça. Pour les flops, j'ai ciblé l'intervention de Rollins parce que elle a aucun sens. À ce moment donné de la storyline. Et puis pour la note, je vais quand même être beaucoup plus généreux que toi. Je vais mettre 3,25. Voilà. Parce que dans l'ensemble quand même les matchs, encore une fois au niveau in-ring, les matchs étaient vraiment bons. Mais ce qui handicape l'émission, c'est effectivement ce fil rouge là autour du championnat universel où on comprend pas très bien où ils veulent en venir, avec des personnages qui sont mal brossés. Maintenant pour le reste, il y avait du spectacle. C'est pour moi, je serais moins sévère que toi. Je me suis quand même si bon c'est toujours long un Raw, il y a toujours des moments où on fatigue, mais je me suis pas clairement, je me dis il y a pas de moment où je me suis ennuyé. On n'a pas eu Titus O'Neil et les conneries du genre. Merde. Donc voilà, au niveau qualité, même dans les storylines, même dans le Jobber's World, c'était vraiment très regardable. Voilà mon avis sur ce Raw. Voilà, on arrive au bout de l'émission. On va vous rappeler qu'il faut si vous voulez nous voir, il faut aller sur iTunes, il faut aller sur YouTube, sur PodCloud. Vous nous entendrez, vous nous verrez pas. Voilà. Peut-être qu'un jour vous nous verrez. Hein. C'est vrai, peut-être. On ne sait jamais. C'est là-dessus que vous nous entendrez. Si vous voulez discuter avec nous, il faut aller sur les forums du Cahier du Catch. N'hésitez pas à vous inscrire. Pensez à vous abonner sur les chaînes YouTube, sur iTunes, pour avoir toutes les émissions, parce que des fois il y a des émissions surprises aussi. Comme ça, dès que c'est sorti, vous le savez, vous êtes informés. On a comme défi de couvrir les pay-per-view de Raw et de SmackDown. Attention. Voilà. On sacrifie toute notre semaine pour vous.
Alors toute notre vie a été écoutez-nous. Donc voilà, cliquez sur ce petit bouton là où c'est marqué abonner. Vous nous ferez plaisir. C'est entièrement gratuit, alors même pour les radins, n'hésitez pas. Voilà, et ben sur ce, je te remercie Hank pour tes services. Bah de rien. J'aurais aimé être plus enthousiaste, mais bon. C'est vrai. Et ben écoute, c'est parti remise. On verra ça la semaine prochaine. Peut-être qu'on pourrait faire SmackDown la semaine prochaine. Hein. Si vous voulez qu'on fasse SmackDown, n'hésitez pas à mettre. Ouais, draftez-nous s'il vous plaît. Mettez en commentaire. Hank et Ringside, ils sont tellement bons, ils devraient être à SmackDown. Voilà. C'est ça. Et voilà. Puis pour le reste, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous souhaite une belle semaine pleine de catch. Ciao, ciao. Salut.